Ouais, Jane Birkin, bonsoir, vous venez nous rejoindre en courant. Alors vous êtes à côté d'Agnès Varda. Alors Agnès Varda, Cléo de 5 à 7, c'est un de vos films qui date de 1961. Et c'était une femme c'était un film complètement tragique. C'est une femme qui attendait qu'on lui annonce ou pas si elle avait le cancer. Est-ce qu'à cette époque, vous auriez, si vous aviez peut-être mieux connu Jane Birkin, est-ce que vous l'auriez utilisée comme actrice? Je sais pas quoi dire. On commence pas en rigolant, en tout cas. Toi, tu m'as dit du pep et du punch. Bon. C'est vrai que si je le faisais maintenant, si je faisais un remake, c'est quand même 27 ans, on pourrait très bien imaginer que ce serait Jane qui jouerait une chanteuse, peut-être malade, peut-être pas malade. Mais ça m'impressionne beaucoup qu'elle interprète cette chanson si différemment que la chantait Corinne Marchand. C'est comme si elle l'a réinventée avec cette voix si fragile, si blessée. C'est très beau. Moi, ça me fait plaisir de l'avoir entendue toujours. C'est presque un hommage que vous rendez à Agnès Varda, Jane Birkin. Oh, moi, j'étais tellement contente depuis un an. Aucune lapsus est gratuite, ça ne me semblait pas un an et demi. Un an et demi de tournage avec elle. Elle m'a parlé de cette chanson, je l'ai écoutée, je trouvais ça très joli. J'étais vachement triste cette nuit-là, tu t'en souviens? Minuit et demi, dans une banlieue de Paris, ça sortait tout seul. Je trouve ça très beau. Alors on va parler des... Tu files dans la mélancolie assez facilement quand même, hein? Ah, il faut faire attention. Ah oui. Ah oui, je file tout droit. Et pourtant, on vous a connu également comme une actrice qui avait beaucoup d'humour dans des films drôles. On en parlera peut-être tout à l'heure. On va parler également des deux films que vous avez fait ensemble et qui sont en ce moment sur les écrans romans. En attendant, Jean-François Moulin, qui assure la revue de presse tous les matins sur la première, eh bien, s'est plongé dans votre dossier de presse et y a trouvé de très belles choses. Jean-François. En tout cas, il y a un jeu auquel vous n'aimez pas jouer, ou plutôt, on ne peut pas jouer à ce jeu avec vous, Jane, c'est celui de l'étiquette. Parce que chaque fois, paraît-il, qu'on vous colle une étiquette, vous trouvez le malin plaisir de prouver le contraire. Alors pour vous connaître un petit peu, j'ai trouvé le moyen de me plonger dans le questionnaire de Proust, parce que vous avez répondu à ce questionnaire de Proust. Alors je ne vais pas le lire en entier, je vais simplement répondre à la question « Quel est votre principal défaut ?» Et alors là, je prends mon élan, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Vous dites « Mon principal défaut, ma faiblesse, mon orgueil, ma jalousie, ma fierté, mon insécurité, ma lâcheté, mon égoïsme, ma possessivité. » Je continue, parce qu'il y en a encore. « Mon exclusivité, ma nostalgie. » Ça sonne un peu comme une chanson. Alors il y a quelques formules de votre cru. « Je reste obsédé par mon enfance. » Ou bien encore « Faire un enfant, c'est un geste désespéré. » Vous dites aussi que vous voulez être comme un modèle pour un peintre. Vous voudriez être peintre par des Modigliani, par des Bacon ou aussi par des Picasso de la peinture. Alors ça n'a peut-être rien d'étonnant puisque vous dites que votre père faisait la peinture et que vous posiez très longtemps devant votre père. Puis ça vous rappelle une anecdote, ce modèle qui a posé pour un peintre du 19e siècle, qui est resté des heures et des heures dans une baignoire d'eau, je suppose froide. Résultat, elle est morte d'une pneumonie. Et vous dites que c'est une mort idéale. C'est vous qui le dites. Ensuite, vous déplorez aussi dans le cinéma que l'on vous considère, ça je vous cite, on vous considère comme une jeune fille épanouie à la mode, et ça vous ennuie. Vous dites que c'est d'un ennui total, que ça vous irrite même et que vous n'y croyez pas. Quant au cinéma comique, vous avez une très jolie formule. Vous dites, c'est comme les croissants, il faut les manger chauds. Alors je prendrai ma conclusion sous la plume de deux chroniqueurs qui, à l'issue d'une interview, ont dit de vous, et c'est assez joli, cette femme finira au calendrier des saints. Oui. Ça, John. Non, on ne parlait pas vraiment de cela. Avec des feuilles qui se retournent, je trouve ça assez mignon. Alors, Jean-François a dit une chose exacte, c'est que vous avez souvent prétendu vous présenter comme un modèle, vous adorez la peinture. Alors vous, Agnès Varda, vous avez... Mais je lui ai demandé d'être modèle. Ouais, vous avez un amour de la peinture également. Oui, non, mais j'ai trouvé que l'idée de faire un portrait au cinéma, d'abord, c'était intéressant, et qu'elle était très bon modèle, à mon avis, parce qu'elle est toujours... cette chose modeste comme ça, qu'elle accepte de se faire déformer, détruire, se mettre au service des autres qui la voient, etc. Et en même temps, je la trouve une comédienne épatante, vive et pleine de violence. Alors je voulais la faire... Vous savez, souvent, puisqu'on est dans des images de mort, de sainteté, c'est vrai que d'habitude, quand les acteurs sont morts, on montre des interviews qu'ils ont fait, puis des extraits des meilleurs de leurs films. Et moi, j'avais une grande envie de faire un film comme ça, mais avec elle encore vivante, vraiment. Et en bonne santé, manifestement. Non, ça va encore. Et disant deux ou trois choses qu'elle sait d'elle, ou que nous savons d'elle, ou qu'on veut savoir. Et puis, des extraits de films qu'elle n'a pas fait. Autrement dit, des films imaginaires. Donc, on s'est jeté là-dedans pendant des mois et des mois, improvisant, changeant d'avis, inventant toutes sortes de séquences. Pour deux films, il a fallu 14 mois de collaboration intense pour arriver à... Intense. Alors Jane, vous vous êtes prêtée volontiers au regard d'Agnès Varda, qui n'est pas forcément un regard qui est dénué de force, puisqu'elle a été quand même à l'époque en tête de la nouvelle vague.
Donc ça peut comporter des risques, non? Non, je suis portée volontaire de son idée, qui était de... Je ne savais pas ce que c'était d'ailleurs au départ. Souchon avait raison quand il m'a dit, chaque fois il disait, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, écoute, aujourd'hui je suis une ange en haut d'un pylône, toute nue, dans un hangar. Il a dit, avoue que c'est quand même de la flatterie que tu aimes faire ce film. J'ai dit, oui, oui, tu as raison. C'est vrai que c'est demandé de faire d'autres choses quand même. Bien sûr, je n'ai pas arrêté de faire faire des choses. Elle a fait Laurel et Hardy, elle a fait Laurel. Je vous assure, avec un melon, elle était patente. Elle a fait Jeanne d'Arc aussi, je crois. Elle a fait Jeanne Ah, d'Arc. ça évidemment. J'ai passé mon baccalauréat avec Jeanne d'Arc, alors c'était un sujet qui me touchait énormément, évidemment, de pouvoir jouer Jeanne d'Arc. Et puis, il y avait Ariane avec tous ses problèmes avec sa laine. Ça me semble... Pas sa laine. Son fil. Son fil. En tout cas, écoute... Et tu inventes toutes les expressions, tu les réinventes. On dira définitivement maintenant la laine d'Ariane, c'est sûr. Différentes facettes de Jane et de l'apprendre à la limite comme on ne l'a jamais vu. Oh non, 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 c'est pas du tout ce que vous voulez savoir sur Jane et que vous n'avez pas su oser demander tout ça. Non, au contraire, je trouve que cette image médiatique de Jane occulte une Jane beaucoup plus intéressante, violente et comédienne. Donc, on en met un petit peu de ce qu'elle dit comme ça assez facilement, de sa façon d'être elle-même, d'être vraiment elle-même. Mais je pense que c'est le vrai paradoxe de la comédienne, de vouloir être sublime dans des grands rôles et de vouloir être aimée pour elle-même. Et alors, vous donnez un conseil pour voir les deux films. Il y a donc celui-là, et puis il y a également Kung Fu Master. Comment il faut procéder? Je crois que c'est une suite logique. Il faudra en voir un une semaine avant l'autre. Oh ou non, les voir pas tous une ensemble. semaine. Comme ça. Non, non. La digestion n'est pas si longue. Non, c'est vrai, c'est pas du tout indigeste. Mais Jane Bay, le portrait, nous a amenés, parce qu'on cherchait comme ça, comment elle pourrait être une chose ou autre, à ce que Jane, se sentant finalement peut-être à l'aise, m'a tendu, raconte comment tu m'as tendu des petites pages comme ça. Oui, parce que j'étais déguisée quand même tout le temps. C'est-à-dire si c'est Laurel et Hardy, ou si c'était Jeanne d'Arc, ou si c'était des muses auprès des tombeaux, des poètes morts, si c'était Ariane et son fil, son fil, etc., etc. Alors, à un moment donné, c'est vrai que j'avais envie de jouer des gens qui ressemblaient à moi. Alors, c'est vrai que j'avais écrit 3 ans avant une histoire d'une femme de 40 ans qui tombe amoureuse d'un garçon de 15, plutôt 14. Alors, j'ai filé mes pages à Agnès pour voir si ça valait quelque chose, avec l'espoir qu'elle va dire « Ah oui, on va faire un film ». En fait, elle m'a dit « Ça fait déjà 4 mois que je travaille avec toi, je ne pense pas que j'aurais envie de faire un deuxième film. Tu te rends compte, ça ferait 1 an et demi qu'on travaillerait ensemble. » En fait, on a fait ça comme un film, mais parce que comme un petit film dedans. C'était bien, écoute. Et puis, les petits 20 minutes qui devraient être dans le premier film étaient si bien qu'ils ont décidé de rendre ça plus long, 1h30. Et puis ça a sorti finalement comme 2 films, tout à fait comme j'avais espéré. Alors l'autre histoire, Kung Fu Master, c'est également de votre collaboration, en 2 temps quelque part, puisque c'est Jane qui vous a remis quelques pages. Elle a dit une femme amoureuse d'un petit garçon de 14-15 ans, et moi j'ai pensé petit garçon de 14-15 ans passionné pour un jeu vidéo. Jeu vidéo qui est le Kung Fu Master. Donc, si vous voulez, ça décale un petit peu quand même. Elle a pu être passionnée et romantique autant qu'elle le désirait, mais disons que je lui ai proposé en partenaire un adolescent parmi des adolescents, avec leurs chahuts, leurs blagues, leurs provocations, leur goût des fringues, Vous avez rajouté de la vigueur dans le film, quoi. Mais de la vigueur, simplement, je crois, le milieu des adolescents, dans un monde où on les menace de beaucoup de choses, y compris du sida, et du coup, ils préfèrent jouer à tout. Aux machines, je sais pas, aux ordinateurs et aux machines vidéo et tout ça. Alors en plus que ce film soit un film d'amitié, de copines, c'est également un film... On n'était pas copines avant. Hein. Ah non, pas du tout. C'est pendant le tournage que ça vient? C'est une collaboration stricte et dure. Ouais. Séparons-nous d'ailleurs. Après ce film. Mais c'est devenu... Je suis allée là-bas, ils avaient envie que j'aille là-bas. Ouais, c'est devenu un film de famille également, parce que vous avez introduit, vous, Agnès Varda, Mathieu, qui est votre fils. Il y a également Charlotte qui joue dans le film. En fait, on a fait une sorte de casting de petits garçons et de petites filles. Et on a trouvé une fille pas mal, qui était moitié anglaise, moitié française, même très belle. Et puis, quand elle est venue à la maison... Je m'en souviens que Charlotte a dit non, elle n'est pas venue à la maison. Mais enfin, un peu plus tard, Charlotte a dit est-ce que c'est trop tard pour jouer ta fille? Bon, écoute, Charlotte est divinement douée.
évidemment, en écrivant l'histoire, j'avais pensé à les réactions possibles d'un enfant comme Charlotte si jamais elle attrape sa maman en train d'embrasser un garçon de 14 ans. Donc, c'était une évidence que ce n'était pas à refuser. Ça, c'était trop beau et probablement trop rare aussi. Après ça, pour le petit garçon, on en a vu des grands, des petits, des poilus, on a dit, help, help, non, il faut vraiment qu'il soit très petit, parce que sinon, il n'y a aucune ambiguïté de ce qui se passe avec cette femme. Alors, un jour, j'avais vu Mathieu dans une ouverture d'une porte chez Agnès, évidemment, parce que je connaissais leur maison plutôt bien. Et je pensais, c'est lui. Il a les mêmes regards un peu mélancoliques comme Agnès quand elle arrête d'agiter. C'est des visages tristes en non-animation. Si, dès que ça s'anime, évidemment, c'est des visages gays. Mais si tu les attrapes non animés, c'est des visages profonds et graves. Alors, je trouvais que c'était bien pour le petit garçon. Et puis après ça, j'ai essayé de penser à d'autres garçons, parce qu'en effet, il faut les voir. Mais je n'arrivais pas de l'oublier. Et puis Lou était toujours dans mes pieds. Alors elle, ça l'amusait de le faire plutôt, surtout de partir pour des vacances de Pâques, quoi. Est-ce que c'est difficile pour les mamans que vous êtes de mettre ces enfants à l'écran avec tout ce que ça peut comporter? Ça peut leur monter à la tête ou des choses comme ça? Moi, je trouve qu'il y a vraiment... on va taper dessus. Moi, je trouve que c'est le côté connu qui est embêtant pour eux. Je pense qu'il y a un grand risque, le plus grand risque que Charlotte aurait pu courir, je trouve, c'est d'être enfant des médias. C'est d'enfant de Serge Gainsbourg ou enfant de moi, et que pour sa propre identité, ça serait tout. Ou alors, si en chantant les disques, ou Serge vous met très en avant, avec tout l'amour qu'il a, de vous mettre sur un piédestal, mais ça ne vous dégage pas tout à fait de le fait qu'il soit toujours là. Ce n'est pas suffisant pour avoir une autonomie, je dirais. C'est la chose magique qui s'est passée avec Charlotte, c'est que quand elle a voulu jouer dans La Pirate, elle n'a pas pu. Elle était un petit peu trop jeune. Nous, on a trouvé Laure Marsac, et Charlotte, par contre, j'ai su qu'on cherchait un enfant pour paroles et musique. Alors j'ai envoyé Charlotte... Plutôt, j'ai dit, si tu veux faire des essais, c'est au bout de la rue. Voilà. Elle a fait des essais, elle a gagné le rôle. Et après ça, elle a fait des frontées avec Claude Miller, avec le succès qu'on connaît. Et là, elle a eu, je pense, ce que tout le monde aurait aimé avoir. Et ça, c'est le respect de sa personne, de son talent et de son professionnalisme. Avec le César, avec tout le respect tout autour. Même, je pense, à l'école, les autres enfants ont levé leur chapeau à Charlotte. Et subitement, au lieu d'être l'enfant de Serge et moi, on a devenu des parents de Charlotte d'une certaine manière. Les choses se sont mises à le plus joli niveau. Moi, je pense que le danger pour Charlotte comme enfant du média était un danger épouvantable. Voilà, on n'ose pas vous demander qu'est-ce que ça fait finalement, ces espèces d'aboutissement total, quoi. Par rapport à ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'elle existe... Il ne faut pas... Écoutez, moi je trouvais ça très difficile d'être à côté de Charlotte juste avant qu'elle le gagne ou qu'elle ne gagne pas, parce que j'avais l'impression que si elle ne le gagne pas, c'était la chose la plus importante de la Terre, alors qu'on sait qu'elle reste aussi bonne dans les frontées si elle l'a eu ou si elle ne l'avait pas eu, que ça ne change pas sa performance, ça ne change pas... C'est ça que je veux dire. C'est une consécration qui peut faire que plaisir. Mais quand tu es avec quelqu'un qui va peut-être craquer s'ils l'ont pas, en plus on était avec Sergio qui n'arrêtait pas de lui dire hey, peut-être tu vas pas la voir, peut-être tu vas pas la voir. C'était une sorte de cauchemar pendant 1h30 avant. Alors, ouf, elle l'a eu. C'était plutôt ça. Je ne savais pas ce qu'il fallait dire si elle l'avait pas, quoi. Mais je ne crois pas que c'est la chose la plus importante de la Terre d'être couverte de lauréats. Et je crois qu'il y en a des personnes qui gagnent des prix, et puis il y a Marilyn Monroe qui n'ont jamais eu, et qui a... C'est pas... Je ne crois pas que... Quel est le mot que vous avez utilisé? Que ça soit une sorte de... Consécration. Consécration, c'est sûr. Mais heureusement, c'est une fille plus originale que ça, qui veut aller aux Beaux-Arts, qui m'a dit qu'elle voulait faire peut-être une licence de lettres. Elle est plus curieuse que juste quelqu'un qui reste avec son César. D'ailleurs, ce César, elle l'a foutu quelque part en dessous de son lit. Ah ouais, mais c'est tout à son honneur. Agnès Varda, pour une femme cinéaste, vous pensez que les prix, c'est quelque chose d'important? Ça peut aider à quelque chose ou pas du tout? Vous savez, c'est un peu quand on dit de la culture, c'est bien quand on l'a oublié. C'est vrai que c'est facile de dire que les prix, c'est pas important quand on les a eus. C'est vrai que quand on a eu un petit peu des prix dans des festivals, des machins, quand on commence à collectionner des ours, des machins, des étoiles, des Césars dans son placard, on dit oh... Bon. Enfin, ça fait toujours plaisir, voilà. Ça fait plaisir. Mais c'est vrai ce que dit Jane. Je trouve qu'on donne beaucoup trop d'importance à ça.
c'est pas plus qu'à l'école, la distribution des prix, on recevait des livres quand j'étais petite, ou des médailles en chocolat, des trucs comme ça. C'est pas plus que ça. Ça devrait rester professionnel en quelque sorte. Je trouve que tout le monde en parle trop. Et des très beaux films n'ont jamais gagné nulle part. Et des films que moi j'estime nuls ont eu des prix. Donc quand on reçoit un prix, on doit se rappeler que beaucoup de films nuls en l'ont reçu. Et quand on n'en reçoit pas, on doit se rappeler que beaucoup de très beaux films n'en ont pas eu. Donc pour moi, c'est pas grand-chose. C'est sympathique, mais c'est pas grand-chose. Il faut remettre l'église au milieu du village. Autre chose... L'église, je mettrais autre chose. que vous avez conservé, c'est ce qu'on appelle les chutes. Ce sont les mires au moment où on fait le test pour la couleur que vous avez gardé. Oui. En fait, tout de suite, on va voir quelques-unes. Un petit bout, tu vois, c'est un petit morceau qui traînait dans la salle de montage. Voilà mon cher fils, souriant comme toujours. Trop cher. Et provocateur. Alors il y a un autre moment qui est très tendre dans le portrait que vous avez réalisé, Agnès Varda, et vous avez une chance formidable. C'est une chanson, c'est Jane Birkin qui est à côté de Serge Gainsbourg. C'est le moi et le je. Et c'est un très beau moment. Comment est-ce que vous avez pu le figer comme ça? J'ai essayé de ne pas le figer. J'ai essayé d'être présente quand Serge faisait travailler Jane, en préparation de son spectacle du Bataclan. Si j'hésite si souvent entre le moi et le je. Voilà, très tendre et superbe complicité. Alors Agnès Varda, J'avais oublié. On peut lui tirer notre chapeau, c'est un très beau moment. C'est dans Jane B vu par Agnès V. Je veux dire, et le film réserve d'autres surprises de ce genre-là. C'est, j'imagine, très difficile de se revoir comme ça. Moi, je me regarde jamais. Hein. Normalement, je ne vois pas les films. J'évite de voir les films. Je ne vois pas les rushs. Je les garde ou je les achète même en vidéo, en sous-cellophane. Et puis peut-être un jour, je serai plus indulgent avec moi-même. Je trouverai peut-être ça bien. J'aime bien garder sur le souvenir que c'était bien. Mais alors dans cette émission, vous avez tenu à parler de Serge Gainsbourg. C'est qui pour vous, hein? Bon, vous avez partagé sa vie pendant plusieurs années. Et en plus de ça, c'est manifestement quelqu'un de talent qui vous a apporté beaucoup de choses. C'est-à-dire que je trouvais impossible de faire toute une chose sur moi et avec mes chansons, etc. et de ne pas avoir Serge dedans. C'est impossible. Évidemment, en 1968, je l'ai connu. Ça fait combien de temps que je le connais? 20 ans? Ça fait 20 ans. 8 maintenant, non? Alors ça fait 20 ans que je le connais. Et il me touche toujours autant. Il m'a filé parmi les plus belles chansons d'ailleurs. Curieusement, après qu'on était séparés. Je veux dire par là, Babylone in Babylone et tout ce disque-là, et puis le dernier disque, comme si il me permettait de chanter ses propres blessures et qu'il gardait pour lui-même des chansons plus dures, plus sexuelles, plus allumeurs. Alors qu'à moi, il m'a permis d'avoir cette sorte de chose qui lui ressemble. J'ai quand même une chanson qui s'appelle « Une chose entre autres que tu ne sais pas, tu as eu plus que nôtre, le meilleur de moi. Est-ce ta faute? Peut-être pas, les parcours sans faute n'existent pas. » Ça, c'est lui, après tout. Et il me demande en première personne de le chanter. C'est une position exquise. À propos du meilleur de lui, est-ce que tout le monde sait qu'il a fait des très belles peintures, qu'il s'est inspiré des plus grands maîtres, à la fois de la Renaissance et de l'époque moderne. Est-ce que vous avez vu ces tableaux qu'il a, paraît-il, tous brûlés à un moment? Écoute, moi j'ai la moitié de sa tableau qu'il a cassé sur la tête de sa première femme. Mais comme il trouvait ça pas mal, il avait gardé l'autre morceau, très typique de Sergio. Et puis, donc, j'avais ce morceau. Et puis, j'ai un ou deux dessins qu'il a fait de Charlotte, oui. Je crois qu'il sait je crois qu'il a un tel jusqu'au boutisme de vouloir être le meilleur dans ce qu'il fait que je pense qu'il ne supporte pas l'idée de ne pas être le meilleur peintre du monde. Il est un très bon peintre, mais lui qui aime Cranach, qui aime Bacon, qui aime des très grands, qui aime des sublimes, je ne crois pas qu'il supporte de faire moins bien. Il ne veut pas jouer un deuxième rôle, quoi.
dans l'histoire de la peinture. C'est pas ça, il est très exigeant avec lui-même. Parfois, même dans les chansons aussi, il trouve qu'il n'est pas à le niveau. Pour Baby Alone in Babylon, il a choisi la musique classique. Pour Jane B également, d'ailleurs. Pour celui avec Charlotte aussi, c'était de musique classique. Tout d'un coup, il a des doutes comme ça, et qu'il va pas trouver mieux. C'est un côté un peu humble de lui qu'on n'imagine pas. Il est pour moi l'homme à tête de chou. C'est le disque de lui que peut-être j'aimais le plus parce que c'est vraiment là le personnage attendrissant. Le reste, c'est du frime, c'est rien. C'est nécessaire, mais c'est le Ginsburg qui est intéressant, pas le Gainsbourg. On dit que Brigitte Bardot avait senti qu'un jour il allait peut-être faire du cinéma, puisqu'elle lui a offert, paraît-il, un petit œilleton de réalisateur pour le cadrage. Oui, je sais, j'ai essayé de le casser, mais ils sont très solides. À l'époque, au moment de la sortie du film, vous avez déclaré « En fait, Serge a illustré bon nombre de mes fantasmes, mais je n'ai pas été choqué car je les connaissais et ce n'est pas pour me déplaire. » Quelqu'un a formulé ça certainement mieux que de façon que je parlais, ou que je parlerai maintenant. C'était un film que j'adorais, vraiment. J'adorais le sujet. Je trouvais ça très extraordinaire que personne n'avait pensé à ça avant, à vrai dire. Ça me semblait shakespearien. L'histoire de Johnny et Grace, et puis le personnage de Joe D'Alessandro, le trio de jalousie habituelle. Et en le regardant là, je trouve ça très bien. Je ne suis pas déçue. On est souvent déçus, mais là, je n'étais pas déçue. J'étais contente de les revoir. C'était le premier film de Serge Gainsbourg. Oui. Comment est-ce qu'il travaille? Quand vous avez dit c'est un jusqu'au boutiste, il est très pointu. Est-ce qu'il met du temps à faire les choses ou bien est-ce qu'il est très rapide? Il est un très, très agréable et bon metteur en scène. Il est quelqu'un qui parle énormément avec des acteurs, qui adore l'avoir une équipe autour de lui. Je pense qu'il sent que lui, il ferait n'importe quoi pour eux. Et eux, ils feront n'importe quoi pour lui. C'est la situation, tu sais, comme une chef d'un petit groupe illuminé d'une certaine armée. Il joue le piano pour eux le soir. Je m'en souviens qu'il faisait des choses pour leur faire plaisir. Et eux, ils construisaient, je m'en souviens, un travelling au-delà de la benne d'ordures qui aurait normalement pris des jours et des jours. Ils ont fait ça un après-midi, c'était terminé. Ils auraient tout fait pour lui. C'est quelqu'un pour lequel, d'ailleurs, on est très prêt à faire n'importe quoi pour lui faire plaisir. C'est une qualité où chaque personne qui a travaillé avec lui reconnaît. En tant qu'actrice, vous attendez quoi, vous, d'un metteur en scène? Vous avez dit tout à l'heure, je suis volontiers un modèle. Et est-ce que vous corrigez les choses ou bien vous vous laissez faire? Moi, j'aime bien qu'il me corrige, j'aime bien qu'il soit exigeant. Là où peut-être je n'avais pas... Je regardais cette scène et je me suis dit, Charlotte, peut-être là aurait été plus violente et peut-être ça serait été mieux. J'ai trouvé dans les derniers films, avec Jacques Doyon notamment, quelqu'un qui me poussait énormément, qui n'était pas satisfait des premiers prix. Et je prenais ça plutôt mal parfois, parce que ça me désespérait surtout de ne jamais arriver à être bonne. Et puis il a dit non, c'est comme si je pensais que tu étais capable de sauter, une très haute saute. Et puis toi tu déclines avant de le faire. Je pense que tu es capable de faire ça. Ça m'irrite que tu n'arrives pas à le sauter. Et tu le sauteras parce que tu en as les moyens, tu as les capacités. Donc les gens qui sont très exigeantes avec vous, Agnès aussi, elle était terriblement exigeante avec moi. C'est finalement les gens qui sont ambitieux pour vous. Il veut que vous montrez le meilleur de vous-même, le plus haut que vous pouvez sauter. Et c'est peut-être avec eux que j'ai eu les plus grands plaisirs. Chéreau aussi. C'est des personnes qui croient en vous, finalement. Et qui ne sont pas du tout satisfaits avec une petite chose qui n'a pas demandé grande chose de vous. Alors ça, finalement, c'est dans leur absence qu'il vous manque terriblement. La première personne avec qui tu joues après avoir joué avec des personnes comme les Doyon ou Varda ou même Serge. C'était à l'époque de Je t'aime, on a pu demander tout de même beaucoup. Le fois après, mon Dieu, on est dans un désespoir qu'on ne sait pas très bien cerner, mais c'est parce qu'on ne t'a rien demandé finalement. On trouve ça bien, et puis on dit bon, on fait une deuxième prise plus pour couvrir, pour être sûr. Et vous êtes habitué que quelqu'un vous demande, mais parfois,
Doyon va jusqu'au, je sais pas, 26 prix, je pense, que j'ai fait avec le pauvre Souchon. Je pense qu'on a fait, s'il y a des annales de cinéma où c'est noté quelque part pour notre honte, je sais que personnellement, j'en ai fait, j'étais responsable d'avoir fait quelque chose presque 40 fois. Dans 2 journées, on a recommencé comme une torture le jour après. Et c'était pour être, en principe, de plus en plus léger. Mais tu sais, quand tu fais des choses mal, tu es plombé. C'était une horreur. Mais c'était pour notre bien, voilà. Ça doit être difficile de se séparer de quelqu'un comme Serge Gainsbourg, qui est quelqu'un de brillant, qui est un musicien talentueux. On a vu un cinéaste qui ne l'est pas moins. Ça fait pas un vide quand même dans la vie? Ça, c'est mes oignons, hein. Ouais, vous n'avez jamais voulu en parler, décidément? Jamais. Et c'est pas ce soir que je vais recommencer. J'ai une énorme tendresse pour lui. Ça se voit, j'espère, dans chaque chose que j'ai dit de lui. Quand vous avez travaillé avec lui, notamment au niveau de la musique, et des paroles, des chansons, est-ce qu'il crée dans son coin des choses et il vous les amène ou bien il vous consulte? Ça dépend. Pour celui où j'étais le plus activement dessus, enfin, que j'étais vraiment à la... où il me demandait le plus de choses finalement, c'était celui que je ne méritais pas, je dirais, à la limite. J'étais partie, je ne savais pas qu'il m'écrirait un autre disque, c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire pour moi de continuer de chanter, je ne suis pas une chanteuse qui manquerait dans les chanteuses françaises, du tout. Et puis un jour, il m'a dit qu'il avait écrit, il a dit « bon, ben c'est prêt », comme ça, tu sais. Je suis allée chez lui et il m'a fait écouter des chansons et parfois, quand je disais « ah, ça c'est joli », il a dit « ah, ça c'est pour Adjani ». Alors, j'ai compris qu'il faisait les 2 disques à la fois. Et puis, j'ai choisi les chansons. Et puis, je pense, parce qu'il m'avait vu un petit peu désarçonné, parce que je dis « bon, bah écoute, juste fais le tri et puis tu me dis ce qui reste pour moi ». Alors, il a dit « mais non, c'est pas comme ça, vous chantez pas du tout pareil », ce qui est vrai. Et que Isabelle a fait des choses qui ne sont pas toujours les choses que j'aurais choisies moi. Et la seule chose les miennes qu'elle veut, c'était en fait que je n'aimais pas tant que ça. Donc on n'a pas le même goût, c'est vrai. J'aimais beaucoup son disque et je ne trouve pas du tout que ça ressemblait à le mien. Et le mien, où Serge a mis des bouchées doubles, c'était vraiment sur les mots. Pour les dessouchis qui a l'écriture du musique, c'était joli, mais là, avec les mots, il s'est sorti des trucs absolument incroyables. Tellement incroyables qu'il fallait remettre pour lui-même, je pense, pour le Zénith, qui va commencer maintenant, parce que c'est trop sublime comme chanson. C'est là où j'ai eu le plus de dialogue avec lui. En fait, c'était avec les paroles de Baby Alone in Babylon. Un exercice qu'on pourrait donner dans des classes de diction, quand même. Ah oui, tout à fait. Vous avez souffert? Tout est relatif, pas tellement. Pas tellement? Non. Non. Non, je trouvais ça très bien. D'abord, avec la musique, il voulait faire une chose sur le Titanic, que je trouvais mieux, moi, comme idée. Alors, j'ai toujours dans ma tête le Titanic. Et finalement, c'était Zazie à sa visite au zoo. Ouais, redites-le nous, Zazie et quoi? Zazie à sa visite au zoo. Alors, il y a autre chose avec Jacques Doyon, dont vous avez parlé tout à l'heure. Il y a eu un film, c'était Comédie, avec Alain Souchon. Ah. Alors, il jouait le rôle de lui, vous jouiez le rôle de elle. Oui, cher Souchon. Alors, vraiment, on a fait Comédie ensemble. Et puis, aussi dans le film d'Agnès Varda, il a eu le gentillesse, et je ne connais pas beaucoup, hein, que tu les téléphones le samedi soir en disant « Est-ce que tu veux bien venir avec moi demain pour te faire congeler dans une parc ?» Avec Agnès Varda, il a dit oui. Alors, ça montre le sort de garçon que c'est, un chic type. Alors, comme c'est un chic type, moi je... C'est vrai? Non, vraiment. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Exercice difficile que le direct, quand même. Oui. Ça va? On l'a déjà fait, c'est la 2e fois. Oui, c'est difficile, mais bon, je me suis trompé, quoi. Mais ça fait rien, je suis pas un pianiste. Ça fait rien. Vous avez un point commun tous les deux, c'est que vous arrivez à mener parallèlement à la fois une carrière dans la chanson et une carrière dans le cinéma. Moi, je fais pas beaucoup de cinéma. Et puis, je fais pas une carrière de chanteur très efficace, puisque je mets beaucoup de temps pour écrire mes chansons. Donc je reste très longtemps entre 2 albums, et puis je fais très peu de films. Donc, je veux dire que vous avez l'air de dire ça comme une espèce de performance, mais c'est pas une performance. Pourtant, à chaque fois que vous le faites, ça a bien marché. Je veux dire, tout le monde se souvient de vous, soit dans Le vol du Sphinx, soit dans le rôle de Pimpon. Ça n'a pas marché du tout. Non, mais vous avez raison. Je veux dire que j'ai fait des chansons qui ont marché, puis des films qui ont marché. Non, je sais bien, mais je veux dire que je suis pas un forcené de la carrière, quoi. Vous avez déclaré une chose à propos du cinéma. Bien sûr, j'avais envie de faire du cinéma, mais comme une midinette, sans trop y croire, sans trop espérer, pour ne pas être déçu.
Oui, oui, bah, c'est-à-dire que quand j'ai eu du succès dans la chanson, ça m'a fait terriblement peur parce que j'en ai rêvé toute ma jeunesse d'être chanteur. Je voulais faire ça toute mon enfance, je voulais être chanteur. Et puis quand j'ai été chanteur, j'ai eu peur que ça se finisse. Alors j'ai toujours pris beaucoup de recul en me disant de toute façon ça durera 1 an, 2 ans, 3 ans. Bon. Et puis quand on m'a proposé de faire du cinéma, c'est vrai que j'étais comme une midinette, je ne savais absolument pas ce que c'est que le cinéma, d'en faire. Et puis je n'avais pas tellement été au cinéma, j'étais pas très cultivé. Et donc j'ai pris ça encore avec du recul en disant je fais ça comme une midinette et puis on verra. Vous acceptez les rôles comment et sur quelle idée? Vous êtes prêt à vous mettre en scène complètement si on vous propose des rôles de tueurs flegmatiques, des choses comme ça? Vous êtes d'accord de jouer ou bien il y a des choses que vous refusez par définition de faire? C'est très difficile parce que je crois qu'on peut faire n'importe quoi. Je crois qu'on peut faire n'importe quoi, mais c'est une question c'est la personne qui vous fait le faire. C'est français qui vous fait le faire? Oui, qui vous fait Oui, ça fait vous parler de connivence, donc. C'est ça. Moi, j'ai l'impression que je suis un acteur moyen et que tout le monde peut être un acteur moyen avec un très bon metteur en scène. Je pense qu'un très bon metteur en scène peut prendre n'importe qui dans la rue et en faire un bon acteur moyen. Moi, je crois que c'est ce qui s'est passé. On m'a pris parce que j'étais connu dans la chanson. Et maintenant, j'y éprouve du plaisir et j'ai envie de faire des choses. Par exemple, le film de Doyon, c'était une découverte pour moi qui peut m'approcher du théâtre ou quelque chose comme ça. Ça m'a ouvert beaucoup de choses parce que je ne savais pas ce que c'était que le plaisir de dire des mots qui n'étaient pas mes mots. C'était des mots... J'avais l'habitude, mais c'était toujours dans du langage courant. Tandis que là, c'était pas du langage courant, le film de Doyon. C'est un film avec un texte, avec des prétentions un peu littéraires, un peu poétiques. Un décalage par rapport à la réalité, j'ai trouvé que c'était extrêmement plaisant de faire ça. Ça m'a donné envie de faire du théâtre. Peut-être que je le ferai jamais, mais je veux dire, c'était une découverte, c'était un moment très important, ça, de ma vie. J'aimerais bien faire un autre avec Jacques. Ouais. Oui, je sais, là aussi je suis un peu lucide. Je sais que j'ai commencé parmi les meilleurs, là. J'avais picolé pas très loin, j'étais avec Laurence Bourdil, avec Didier Sand, j'étais entourée. Je n'arrivais pas sur scène n'importe comment. Je savais aussi que j'étais probablement dans les mains les plus bénies à ce moment-là de faire quelque chose avec moi. C'était Chéreau. Alors après ça fait doublement peur de faire un autre sans lui ou comment. Alors c'est pour ça que j'ai fait le Bataclan parce que comme ça il n'avait pas une référence en disant oh elle est moins bien là-dedans parce que c'est carrément autre chose. J'avais peur de les références. On fait toujours des références. Je pensais que ça serait une très bonne idée de faire comédie avec Souchon, mais au théâtre. Tout ce qu'il nous faut, c'est une piscine, sauter dedans de temps en temps, et puis on connaît le texte, c'est déjà un avantage. Mais oui, hein? On voulait faire ça, c'était une bonne idée. On voulait faire ça, mais moi je voulais toujours. Ben, on n'a qu'à le faire, alors. Bah, écoutez, Agnès Varda qui est là, eh ben, elle va peut-être se décider pour le faire, finalement. Elle va repartir avec un sujet nouveau sous le bras. Alors, à propos du théâtre, il y a eu la pièce de Marivaux, la fosse suivante. Oui. C'est un exercice extrêmement difficile. Alors, bon, le théâtre, c'est difficile, assez peu de personnages, monologues, tout ça. Ça doit être excitant aussi, hein. Très excitant, et quand je le revois, je retrouve l'excitant que je n'ai peut-être pas été capable de trouver sur le moment, parce qu'en effet, ça fait peur, mais peur dans les mains comme ça, peur avec les mots comme ça, c'était vraiment un des moments les plus excitants de ma vie, je pense. Et vous aimez tous les deux le contact avec le public, que ce soit sur scène au théâtre ou bien alors en concert? Vous avez mis du temps, par exemple, avant de vous décider à faire le Bataclan? Moi, je dirais que c'est l'élément qui me fait le plus peur. Moi, je suis capable de faire à peu près n'importe quoi dans un salon, je dirais. Je veux dire, oui, mais moi pas, non. Avec quelques personnes autour, c'est ça mon truc. Donc de se mettre debout devant 6000 personnes, c'est mon idée d'horreur. Parce que vous êtes plus haut qu'eux, ce qui n'est pas normal. Moi, j'aimerais bien si tu étais sur le même niveau, si c'était possible d'avoir une pièce, mais alors au milieu d'une chambre où il y aurait des gens autour, mais pas... En fait, comme un théâtre plus à l'ancienne, comme ça. Alors que quand tu fais un musical, tu es obligé de monter sur un truc, tu es plus haut que les autres te regardent comme ça. Moi, ça me paralyse de peur, j'ai des vertiges. Et j'ai toujours, dans le Bataclan, le moment que j'aimais le plus, c'est quand je traversais le hall et quand je pouvais toucher les gens presque physiquement. Ça, c'était un plaisir pour moi. Et pour vous, vous avez, Alain Souchon, les mêmes difficultés avec la... Moi, j'aime lui, mieux être isolé sur scène, le fait d'être, que ce soit en haut ou disons séparé, quoi. Des gens qui vous regardent et qui sont un peu loin et qui sont très nombreux, ça donne quelque chose des rapports un peu monstrueux parce que tellement il y a de monde que
Moi, ça m'excite et j'aime plutôt bien ça. C'est marrant. Alors que dans un salon, je peux très bien rester. Je reste très souvent sans rien dire. Dans le ceci, salon, monsieur. à regarder Jane sur la table en train de faire. On vous a présenté souvent comme un personnage assez timide, donc ce rapport avec la scène, manifestement, n'a rien à voir. Moi, je crois que beaucoup de gens qui font de la scène que je connais, tous les gens que je connais qui font de la scène sur des musicals, sont assez timides. Et est-ce que vous êtes d'accord, alors tous les deux, sur le fait que les artistes peuvent défendre des bonnes causes et des causes humanitaires? Ça vous paraît... Moi, ça me paraît... Je veux pas en faire il faut pas... je sais pas, enfin, pour moi, je pense, de pas en faire un espèce de métier, quoi. Mais ça me paraît la moindre des choses. Peu importe ce qu'on en dit, peu importe ce qui se dit dans la presse, c'est la moindre des choses, c'est-à-dire que ça ne demande pas beaucoup d'efforts quand même pour ma vie d'aller passer un après-midi pour enregistrer une chanson. C'est la moindre des choses pour moi, et puis c'est la moindre des choses pour le résultat, parce que ça fait vraiment pas beaucoup de choses, ça change pas beaucoup les horreurs du monde. Donc il faut le faire. Parce que Jane Birkin, peut-être que des gens ne le savent pas encore, vous êtes vice-présidente d'une association qui s'appelle le Mouvement de défense des grands accidentés de la vie. Oui. Et c'est un mouvement qui s'est créé en 1983. Oui. Et là, vous avez pris parti, vous êtes une vice-présidente active, hein. Vous n'avez pas pris ça à la rigolade. J'ai difficile de prendre ça à la rigolade, mais de toute façon, c'est un peu comme Alain, je trouvais ça le minimum. En fait, ça a commencé plus bizarrement que ça. J'ai eu un coup de téléphone d'un garçon qui a dit « Est-ce que je voulais me déguiser en handicapé pour être poussée jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle et essayer d'attraper un avion ?» Je me suis dit, peut-être, c'est pas une très bonne idée, parce que je vais ZDS, quoi, je vais tomber trébucher partout. Enfin, j'ai dit, mais c'est quoi cet appel alors? J'ai dit, il faut demander aux handicapés si je sers la cause en faisant ce truc. Il dit, je suis handicapé. Clouage de bec. Et j'ai dit, bon, j'ai une meilleure idée, c'est que je viendrai vous voir et que je vous pousse jusqu'à l'aéroport. Comme ça, je peux me rendre compte de toutes les difficultés quotidiennes, journalières, que vous avez de sortir de chez vous, etc. Eh bien, justement, c'est ce que j'ai fait. Je suis entrée chez Michel Gilibert et le galère commence. Tu ne peux pas sortir du lit, il faut que quelqu'un te porte. On te porte jusqu'à ta chaise roulante. Ta chaise roulante ne rentre pas dans l'ascenseur. Il faut un autre ascenseur où il faut 2 types pour pouvoir t'emmener jusqu'en bas de la rue. Dans la rue, qu'est-ce que vous faites? Attraper un autobus, vous ne pouvez rien faire de toute façon. Est-ce que vous pouvez attraper un métro? Non. Même dans les taxis, si vous n'avez pas les bras, si vous ne pouvez pas utiliser vos bras, vous ne pouvez même pas s'asseoir dans un taxi parce que vous tombez de gauche ou de droite. Donc ça aussi, c'est exclu. Ça veut dire que si vous êtes handicapé, il faut être riche. Parce que déjà, c'est une horreur. Mais ceux qui n'ont pas d'argent, je ne sais pas ce qu'ils font. Alors là-dessus, évidemment, on devient violente, animée, parce que c'est une telle injustice. Qu'il faut faire quelque chose pour ces gens-là où généralement les gens disent on ne mène pas un type en chaise roulante parce que ça fout mal les gens. 1 personne sur 10 sont accidentées. Oui. Il y a des chiffres absolument épouvantables de les gens où ça arrive. Un jour, ils sont debout, un autre jour, la vie bascule. Moi, je suis juste là pour pouvoir en parler parce que sinon, les gens ne veulent pas psychologiquement voir une personne dans une chaise roulante. Je suis le médium, en quelque sorte. C'est quelque chose qui est tout à votre honneur. Jane Birkin, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette émission. Alain Souchon, merci d'avoir accepté de venir jouer au piano comme ça, d'être notre invité. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi, pour Bonsoir. Au revoir. Ne recule pas, s'il te plaît. Le couteau dans le plaid. Plus de flashback, ni de comeback. Les larmes, c'est ton playback complet. Je sais, c'est moi qui ai tout fait, oui, j'ai tout fait. Et si j'en claque, je m'en fous, je suis d'accord. En bon, ma gueule, c'est bien fait. Et si c'est fini, ou tant mieux, si tu veux. À qui la faute? À toi, à moi. Ne remue pas, s'il te plaît. Le couteau dans le plaid. Dans mon black, j'en ai ma claque. Profondément, tout ça me déplaît. Arrête, s'il te plaît, de jouer
en blague, c'est de l'arnaque. Reconnais-le si tu es fait. Tant pis si c'est fini, ou tant mieux si tu veux. À qui la faute? À toi, à moi. Ne remue pas, s'il te plaît, le couteau dans le plaid. Tu mets en vrac tout dans le même sac, les faux sentiments et les vrais. Tu ne sais pas si je sais que tu m'as prise à laisser l'amour au bac, gamin au black. Jack t'a gagné, perdu, vite fait. Tant pis si c'est fini, ou tant mieux si tu veux. Tant pis si c'est fini, ou tant mieux si tu veux. Tant pis si c'est fini, ou tant mieux si tu veux. Tant pis si c'est fini, tant mieux si tu veux. Tant pis si c'est fini, ou tant mieux si tu veux. Tant pis si c'est fini, ou tant mieux si tu veux. Tant